Un peu plus tard, une fête est organisée par des politiciens extravagants et les espions d'Inajiku devaient s'en occuper, mais ils ont échoué dans leur mission. Les espions s'excusent auprès de leurs responsables de ne pas avoir accompli leur mission, expliquant que les politiciens sont en alerte maximale récemment, rendant l'infiltration très difficile à cause de la sécurité renforcée. La responsable s'y attendait mais elle n'était pas inquiète, car elle avait le plan parfait pour contourner cette sécurité et cela allait impliquer Asano. Le lendemain, Asano est au parc avec Mutsumi et il est heureux de passer du temps avec elle puisqu'elle lui a demandé de l'aider pour une course, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi elle a besoin de tout ce matériel dans son sac à dos. Finalement, il rencontre un vieil ami de Mutsumi, qui s'avère être Sui, ce qui choque raisonnablement Asano. Mutsumi explique qu'elle connaît Sui parce qu'ils ont travaillé ensemble auparavant, mais même si c'est le cas, elle est toujours un peu en colère contre lui pour avoir presque tué Asano et Nanao. Sui ne s'attend pas à ce qu'elle lui pardonne. Mais il n'est pas non plus désolé car il ne faisait que remplir une mission. Il demande alors qu'il se dépêche car son leader les attend. Un peu plus tard, ils arrivent à un immense immeuble de bureaux, mais cela n'a pas d'importance car la véritable base d'Inajiku est le café à côté. Ils entrent tous et Sui passe une longue commande à la caisse. Une fois terminé, un code est entré dans la caisse, ouvrant une trappe sous leurs pieds. Asano est un peu surpris mais Sui dit qu'il est naturel que l'organisation secrète d'espionnage du gouvernement soit située sous terre. Ils ont encore quelques centaines de mètres à parcourir avant d'atteindre le bureau principal, donc Sui offre du thé à Mutsumi pendant qu'elle est assise sur ses genoux. Asano n'approuve pas vraiment puisque c'est sa femme, mais Sui explique qu'il serait trop dangereux de la laisser seule. Asano comprend ce qu'il veut dire quand des centaines de flèches et de lasers commencent à voler dans leur direction. Ce sont des pièges intégrés pour la sécurité et l'entraînement des espions d'Inajiku. Donc Asano ne doit pas baisser sa garde sinon il sera transformé en viande hachée avant d'atteindre le sol. Après plusieurs secondes de torture à esquiver les lasers, Sui et Asano atteignent enfin le rez-de-chaussée, mais les pièges ne sont pas encore terminés puisqu'un énorme rocher tombe sur Asano. Juste avant qu'il ne soit écrasé, le leader d'Inajiku arrive en courant et détruit le rocher d'un seul coup de poing. Ensuite, elle leur souhaite la bienvenue ainsi qu'à Mutsumi, mais elle se demande si ce Yozakura ici présent est vraiment assez fort pour protéger Mutsumi. Ils s'installent pour leur réunion et on voit le leader se gaver des délicieuses friandises que Mutsumi avait demandé à Asano d'apporter. Elle en est vraiment reconnaissante. Elle et Mutsumi semblent avoir une très bonne relation, alors Mutsumi explique que Rin était camarade de classe avec Hirukawa et qu'elle organise parfois des goûters avec la famille. Rin n'aime pas entendre le nom de Hirukawa car parler de cet obsédé de sa sœur ruine le goût de son gâteau, mais elle comprend aussi à quel point Mutsumi est adorable, ce qui explique pourquoi elle voulait que Mutsumi épouse quelqu'un capable de la protéger des frasques de Hirukawa. Cependant, elle doute que Asano soit à la hauteur. Elle a entendu de Sui que Asano était un espion médiocre, mais Sui la corrige en expliquant qu'il avait juste dit que Asano était vraiment mauvais en matière d'espionnage, ce qui revient à peu près au même. Mutsumi défend son mari en disant qu'il a autant de volonté que Hirukawa, alors Rin l'accepte comme un fait. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre la discussion, Hirukawa fait irruption dans la base. Il avait perdu le signal du traceur GPS qu'il avait sur Mutsumi et il savait que seuls les espions d'Inajiku pouvaient désactiver son traceur. Il est donc immédiatement venu la chercher. Mutsumi sait déjà ce qui va se passer lorsque Rin se lève pour affronter Hirukawa et lui dit de partir immédiatement car sa simple présence pollue l'air. Hirukawa refuse de laisser quelqu'un passer du temps avec Mutsumi à part lui et utilise ses fils pour l'attaquer. Cependant, Rin est au même niveau que Hirukawa, donc elle parvient à frapper ses fils de plein fouet et se moque de lui pour avoir essayé de la battre avec une attaque si faible. Hirukawa passe alors à la vitesse supérieure et leur affrontement cause des dégâts importants à la base en quelques secondes, forçant l'émission d'un ordre d'évacuation pour la sécurité de tous les espions présents. C'est exactement ce que Mutsumi ne voulait pas que se produise, mais chaque fois que Hirukawa et Rin sont ensemble, ils finissent toujours par se battre. Sui tente de les arrêter, mais il est bien trop faible pour s'approcher d'eux. Mutsumi s'interpose entre Rin et Hirukawa et leur dit d'arrêter, mais bien qu'ils l'écoutent, ils sont déjà trop engagés dans leur attaque pour s'arrêter, mettant Mutsumi en grave danger. Heureusement, Asano parvient à tirer Mutsumi en bas avant qu'elle ne se fasse écraser la mâchoire, mais il ne peut pas se sauver lui-même et se fait assommer. Mutsumi est furieuse et menace de ne plus jamais parler à Rin ni à Hirukawa s'il continue à causer des ennuis de cette manière. À la pensée de perdre Mutsumi, Hirukawa tombe inconscient et Rin commence à supplier pour son pardon. En passant, elle doit admettre que Asano est beaucoup plus coriace qu'elle ne le pensait, puisqu'il a survécu à un coup direct de sa part et de celle de Hirukawa. Son opinion sur lui s'est améliorée et elle demande à discuter de quelque chose avec lui quand il reprend connaissance. Elle veut que Asano s'infiltre pour enquêter sur un politicien. Ce politicien a fourni une éducation gratuite, normalisé les pensions et réduit les taxes à la consommation, ce qui lui vaut l'amour du peuple. Mais Rin dit que beaucoup de ses succès ont été bâtis sur beaucoup de sang versé. Il a un triplet d'espions les plus dangereux du monde, rouge, bleu et jaune comme bras droit, qui l'aide avec la corruption, les assassinats et toutes les autres magouilles illégales pour gagner la faveur du public.
Avec les prochaines élections générales qui approchent, il prépare quelque chose de grand. Il a habilement réussi à faire passer tous ses autres crimes pour des coïncidences jusqu'à présent, mais ils ont récemment trouvé une de ces mini-bombes dans une affaire sans rapport l'autre jour. Bien que petite, elle est encore capable de tuer une personne à bout portant. Il y en a des centaines en circulation, mais même le contrebandier de bombes qu'ils ont arrêté ne sait rien de leur utilisation future. Leur seul indice est une vidéo de l'acheteur portant une perruque et des lunettes de soleil, ressemblant étrangement au politicien en question. Mais il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter encore. Ils ont besoin que Asano se rapproche de lui pour obtenir les preuves nécessaires avant que des gens ne soient blessés. Asano demande pourquoi ils lui font confiance pour cette mission. Rin explique que Kuroyuri est originaire du Japon, donc il est conscient de l'existence de l'organisation d'espionnage Inajiku et se méfie d'eux. C'est pourquoi ils ont besoin que Asano se déguise en fille pour s'infiltrer. Asano comprend la mission mais ne comprend pas pourquoi il doit se déguiser en fille. Rin lui montre une affiche de recrutement que Kuroyuri a publiée pour une fille aux cheveux noirs, ce qui est exactement ce à quoi Asano doit ressembler. Avant de commencer la mission, Rin rappelle à Asano que le sort de centaines de vies repose entre ses mains, alors il ne doit pas échouer. Asano réussit à se faire embaucher et lors du prochain rassemblement, il est présenté par Kuroyuri à ses fans sous le nom de Yoko Asada. Asano veut juste rentrer chez lui, mais un moment plus tard, des opposants aux politiques de Kuroyuri arrivent et affirment que tout ce qu'il a fait n'a fait qu'élargir l'écart entre les riches et les pauvres. Une émeute éclate à cause de la manifestation et, dans toute la confusion, le haut-parleur manque de tomber sur un homme, mais avant qu'il ne soit blessé, Kuroyuri se jette devant lui et prend le coup à sa place. Il s'excuse si certains ont pu penser qu'il avait des intentions cachées, mais il affirme n'avoir que les intentions les plus pures. Même s'ils sont contre lui, il représente toujours la voix du peuple. Donc Kuroyuri est prêt à écouter leurs doléances pacifiquement. Les manifestants ne le détestent soudainement plus et tout le monde applaudit. Kuroyuri est emmené en ambulance pour ses blessures et il dit à Asano de retourner au bureau sans lui. Cependant, dans l'ambulance, il est révélé que Kuroyuri n'est pas du tout blessé. Tout cela faisait partie de son complot pour obtenir l'approbation du public, et cela a parfaitement fonctionné. Même ses blessures étaient fausses. Après avoir félicité ses espions corrompus, il demande à voir ses nouvelles cotes de popularité qui, comme prévu, sont en hausse. Pendant qu'il célèbre, on voit que Asano était caché là tout le temps. Il a donc la confirmation que Kuroyuri est aussi mauvais qu'il le soupçonnait et il est déterminé à ne pas le laisser s'en sortir. Mais malgré cela, il est presque impossible pour Asano de trouver des preuves de leur crime. Kuroyuri et les triplés apparaissent derrière lui alors qu'il fouille leurs documents. Quand il lui demande ce qu'il fait là, il invente une excuse en disant qu'il voulait juste organiser un peu les choses. En réalité, tout ce qu'il a pu faire, c'est organiser, car peu importe ses efforts, il n'a jamais trouvé la moindre preuve de leur crime, même s'ils en commettent plusieurs devant lui. Avec la menace des bombes toujours présente, il n'a trouvé aucun indice. Asano est vraiment confus sur la manière dont ils peuvent réaliser tout cela alors qu'il les observe tout le temps sans jamais les voir faire quoi que ce soit de suspect. Tout ce qu'ils font, c'est danser toute la journée, même s'ils sont terribles en danse. Cependant, en regardant de plus près, Asano réalise que leurs mouvements ridicules ne sont pas entièrement dus à leur mauvais talent de danseur, mais qu'ils utilisent ces mouvements pour dissimuler un code qu'ils utilisent pour communiquer. Une fois qu'il comprend leur code, il découvre qu'ils parlent de la manière dont ils ont provoqué la chute d'une organisation opposée. Le lendemain, alors que beaucoup de personnes importantes sont réunies dans un auditorium, le plan de Kuroyuri est d'utiliser les bombes là, car beaucoup de gens qu'il ne peut manipuler avec ses sales tours sont rassemblés au même endroit. Il prévoit de tous les éliminer aujourd'hui en plaçant les bombes sous la scène. Sans plus tarder, il appuie sur le bouton pour déclencher les bombes. L'explosion se produit, mais elle a lieu à l'extérieur, dans la fontaine. Asano est soulagé que personne n'ait été blessé, car il n'a pas eu assez de temps pour désarmer les bombes et les ajouter dans la fontaine pour minimiser le rayon de l'explosion. Asano pense qu'il a réussi à stopper les plans de Kuroyuri, mais ce dernier a déjà compris que son assistant devait être un espion, car personne ne pouvait savoir pour les bombes. Sui pointe son arme sur Asano et lui dit qu'il a des bombes de secours au cas où quelque chose comme cela arriverait. Il tire sur Asano à la tête et déclenche ses bombes secondaires. Cependant, bien que ces dernières explosent comme prévu, toutes les personnes que Kuroyuri voulait tuer sont toujours vivantes. Elles étaient toutes protégées par un anti-choc avant de pouvoir être blessées, grâce à Asano. Il a survécu en remplaçant les balles du pistolet de Kuroyuri par des fausses, mais il est toujours en infériorité numérique. Kuroyuri est cependant confiant car il a encore les triplés avec lui. Pourtant, Asano n'était jamais seul. Sui surgit et détruit leurs armes en un instant. Lorsque la défaite devient évidente, les triplés abandonnent Kuroyuri avant qu'il ne s'en rende compte, ce qui le met en colère car il les payait très bien pour rester à ses côtés. Il tente encore de se battre, mais en tant que simple crapule, il n'a aucune chance contre Sui. Maintenant que tout est réglé, Sui demande à Asano d'escorter Kuroyuri au quartier général de Inajiku pour qu'il soit remis à Rin. Asano n'aime toujours pas être autour de Kuroyuri, car il est vraiment étrange.
Kuroyuri commence alors à parler de la façon dont Asano a surmonté le traumatisme de l'accident qui a tué sa famille et s'est prouvé en devenant un des Yozakura. Mais il est vraiment malheureux que Asano croit encore que ce qui est arrivé à sa famille était un accident. Cela attire l'attention de Asano. Et Kuroyuri continue en disant qu'il sait tout sur l'accident de voiture qui a tué toute sa famille, sauf Asano, qui a survécu miraculeusement. Cependant, les miracles peuvent parfois être le travail des hommes. Entendre tout cela rend Asano très curieux. Il pointe son arme sur la tête de Kuroyuri et lui ordonne de tout dire sur ce qu'il sait de l'accident de sa famille. Quelques jours plus tard, Futaba s'entraîne en travaillant les réflexes d'Asano en lui tirant des balles de baseball avec une espèce de mitrailleuse. Asano a du mal à courir tout en les esquivant. Après cette séance d'entraînement éreintante, Futaba rentre chez lui. Là, il trouve Mutsumi en train de regarder un vieil album photo où tout le monde semble très jeune. Mutsumi montre fièrement l'album à Futaba et Asano. Asano lui demande l'occasion de cette photo, et Mutsumi lui répond que c'était pour célébrer l'obtention de la licence d'espionnage de Nanao. Futaba affirme que c'est une tradition familiale de prendre une photo de famille lorsque quelqu'un obtient sa licence. Asano est curieux au sujet de cette licence d'espionnage, et les filles le regardent avec confusion. Ensuite, Futaba sirote du thé tout en expliquant à Asano qu'une licence d'espionnage est comme une carte de membre délivrée par l'Association des espions. Cette association, fondée au début du XXe siècle par des espions, vise à favoriser l'entraide. Chaque année, des examens sont organisés et ceux qui les réussissent obtiennent leur licence d'espionnage. Futaba montre sa licence dorée, qui est le plus haut grade de licence d'espion. Elle explique à Asano qu'une fois qu'un espion obtient sa licence, il peut obtenir des informations et des recommandations de travail de l'association, ainsi que d'autres avantages. Tout le monde commence au rang de bronze et en passant des examens d'avancement, ils peuvent augmenter leur niveau. À mesure que les niveaux augmentent, les missions deviennent plus difficiles, mais les avantages augmentent également. Asano veut passer l'examen de licence, et Futaba l'encourage à le faire. Kyoshiro arrive à ce moment-là, ayant entendu la conversation. Il dit à Asano que c'est bien qu'il veuille passer l'examen, mais lui rappelle que chaque membre de leur famille l'a réussi du premier coup. Il avertit Asano que s'il ne réussit pas du premier coup, les choses iront mal pour lui. Alors, ils commencent à le pourchasser. Ils entendent Ayaka crier et la trouvent en train de pleurer et de s'excuser auprès de Shion dans sa chambre. Tout le monde demande ce qui s'est passé et Shion explique que ce n'est pas grave, elle travaillait sur un programme. Mais Ayaka a touché les câbles et cela a causé un bug. Soudain, l'écran géant devant elle s'allume et une scène d'horreur d'un film apparaît. Asano panique en voyant cela et se demande quel bug peut mener à ça. Cependant, une seconde plus tard, Mutsumi et Shion comprennent ce qui s'est passé, Futaba est paralysé par la peur. Ses frères et sœurs soupirent en l'emmenant dehors. Futaba est enroulée dans une couverture et Mutsumi révèle qu'elle a extrêmement peur des fantômes car ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur eux. Shion raconte comment Futaba a déjà détruit une maison hantée dans le passé. Mutsumi caresse la tête de sa sœur en disant qu'elle redeviendra normale après un peu de repos, mais que c'est plus facile à dire qu'à faire car Futaba est effrayée par le moindre bruit et grimpe sur la tête de Mutsumi lorsque le vent fait vibrer les fenêtres. Shion profite de l'occasion pour parler des prétendues activités paranormales qui se produisent dans la maison récemment parce que Goliath agit étrangement, ce qui effraie encore plus Futaba. Mutsumi arrête Shion avant que Futaba ne s'arrache les cheveux. Après cela, Futaba devient un bébé collant, ayant toujours besoin d'être entouré de ses frères et sœurs. Elle demande même à Shion de l'accompagner aux toilettes. Alors qu'un programme d'horreur s'apprête à passer à la télévision, Shinzo tire sur la télécommande pour changer de chaîne. Kengo essaie de lui jouer des tours et tout le monde le réprimande. Après avoir pris soin de Futaba toute la journée, Mutsumi va se coucher avec elle et demande à Asano de monter la garde pour qu'il puisse dormir en paix. Futaba tremble encore, alors Mutsumi décide de lui lire son histoire préférée pour l'aider à s'endormir. L'histoire est une adaptation moderne d'un célèbre conte populaire japonais. Elle commence par une guerre brutale entre des démons armés et des humains, sans fin en vue. Un jour, une vieille dame trouve un bébé garçon dans une rivière et le recueille. Dès que Mutsumi atteint cette partie de l'histoire, elle s'endort immédiatement, et Asano prend le relais. Il lit l'histoire d'un garçon qui grandit pour devenir l'espoir de l'humanité et finit par tuer son meilleur ami démon lors de la bataille finale. Asano trouve cette histoire un peu ridicule, mais Futaba applaudit à la fin. Elle est redevenue normale et s'excuse auprès d'Asano pour lui avoir montré son côté pathétique. Asano tente de la rassurer, mais Futaba parle de sa mère qui lui lisait cette histoire autrefois. À cette époque, elle n'avait peur de rien, mais après la mort de sa mère, elle a commencé à craindre que, peu importe ses efforts, les choses auxquelles elle tenait finiraient par lui être enlevées. Futaba dit qu'elle se sent comme un échec en tant que fille aînée de la famille Yozakura, car au lieu de protéger ses frères et sœurs, elle doit être protégée. Elle exprime ses insécurités et remercie Asano de l'avoir écoutée. Il lui répond qu'il connaît la terreur de perdre ceux qui lui sont chers, mais que cette peur le motive à devenir plus fort pour pouvoir les protéger. Futaba rit doucement et lui demande d'aller se coucher, car il est déjà tard. Elle le remercie encore et lui souhaite bonne chance pour son examen de licence. Asano quitte la pièce, et Futaba caresse Mutsumi tout en la couvrant d'une couverture.
Le jour de l'examen de licence d'espionnage arrive. La première tâche pour Asano et les autres candidats est de courir avec des poids lourds attachés à leurs pieds. Mutsumi regarde tout depuis la zone d'attente et encourage Asano, qui réussit à surpasser tout le monde et à arriver premier à la course. Tout le monde est impressionné par le novice de la famille Yosakura, mais certaines personnes semblent mécontentes de lui. Plus tard, Asano mange des onigiri préparés par Mutsumi, qui lui conseille de bien se reposer avant son prochain test. Le gars à la crête qu'il a battu à la course précédente les observe dans un coin. Il prévoit d'attaquer Asano pour réclamer la prime sur sa tête et se précipite sur lui avec son poignard. Cependant, avant qu'il ne puisse l'atteindre, une rafale de vent le repousse, et un autre participant lui dit que les combats entre concurrents sont interdits. Le gars à la crête maudit le garçon nommé Oshifuru, mais remarque que son couteau s'est cassé, alors il s'enfuit rapidement. Asano remercie Oshifuru, qui lui dit que ce n'est pas nécessaire car il ne faisait que protéger ce qu'il aime. Oshifuru retire un grain de riz du visage d'Asano et le mange tout en tenant des propos salaces. Asano met immédiatement son arme à la tête de Oshifuru, demandant à Mutsumi de se méfier de ce pervers. Oshifuru lui dit qu'il n'a pas besoin d'armes, car Asano l'a déjà touché en plein cœur. Asano est encore plus effrayé, mais Mutsumi semble reconnaître Oshifuru. Elle lui ordonne furieusement de rester loin de son mari, mais Oshifuru dit qu'il est heureux d'être l'amant de rechange. Il tient le visage d'Asano et prend des photos en gros plan. Il a aussi une petite poupée d'Asano faite avec les vêtements et les cheveux qu'Asano a laissés sur les sites de ses missions. Asano est complètement terrifié, mais l'annonce du prochain test est faite, et Oshifuru le prend par la main et l'entraîne. Le prochain test consiste à se libérer de chaînes sous l'eau, et Asano y parvient facilement. Oshifuru l'attend à la sortie de l'eau en lui disant qu'il est très attirant lorsqu'il est fraîchement sorti de l'eau. Le test suivant est une partie de cache-cache avec des exécuteurs costauds poursuivant les candidats. Oshifuru trouve Asano et le serre fortement, ce qui fait paniquer Asano et attirer l'attention des exécuteurs. Le test suivant consiste à désamorcer une bombe, et Asano réussit avec du temps en réserve. Mais Oshifuru reste toujours dans les parages pour l'embêter. Le test suivant est un examen écrit où ceux qui donnent des mauvaises réponses sont éliminés en étant tirés vers le plafond. Asano a des difficultés à résoudre l'examen, alors Oshifuru lui montre sa feuille de réponse où toutes les questions sont résolues. Heureusement, c'était le dernier test, et l'examen de licence d'espion se conclut ainsi. Tous les participants se trouvent dans la galerie et sont informés qu'ils peuvent désormais récupérer leur licence d'espion. Cependant, le lieu sera démantelé immédiatement pour maintenir la confidentialité, et ils ont un dernier défi à relever avant de recevoir leur licence. Le couloir commence à s'effondrer, et tout le monde se met à courir à toute vitesse. Tandis que d'autres tombent, Asano et Oshifuru parviennent à éviter tous les pièges sur leur chemin. Le type à la crête est aussi là et en profite pour frapper Asano au visage, le faisant tomber. Le sol sous lui est en train de s'effondrer, mais Oshifuru vient à son secours. Il se trouve derrière Asano et agite son éventail, le projetant en avant en sécurité tandis qu'il tombe dans la piscine en dessous avec les autres débris. Cependant, Asano ne veut pas l'abandonner si facilement. Il tient la main de Oshifuru même si le couloir continue de s'effondrer. Touché par sa détermination, Oshifuru utilise son éventail pour créer une rafale de vent qui les soulève doucement tous les deux. Il atterrit sur un sol stable avec Asano dans ses bras et lui dit qu'il a réussi. Asano est confus, alors Oshifuru se présente comme un espion de rang argent et le surveillant de cet examen. Il explique que, bien que les tests étaient conçus pour vérifier les compétences des participants, un surveillant était assigné à chaque participant pour juger de leur caractère. Le petit vieux qui est le surveillant de tête à crête lui arrache sa licence des mains et lui dit qu'il a échoué, tandis que Oshifuru se dirige vers la plateforme et sort la licence d'Asano. Il déclare qu'Asano a un caractère digne de respect et de confiance, ce qui explique pourquoi il réussit le test. Asano est ravi de recevoir sa licence et pense que Oshifuru plaisantait en disant qu'il avait un faible pour lui. Oshifuru dément cela en disant qu'il est vraiment attiré par lui, mais Asano préfère sauter dans la piscine en dessous. Plus tard dans la journée, une fête est organisée pour célébrer l'obtention de la licence d'espion d'Asano. À ce moment-là, Kyoshiro tombe du toit et explique nonchalamment qu'il a créé des passages secrets dans les murs pour espionner Mutsumi. Les murs étant trop fins, alors il a fini par tomber. Cela fait réaliser quelque chose à Futaba, qui saute immédiatement sur Kyoshiro, faisant tomber toutes sortes d'équipements de ses poches. Elle comprend que, tout en espionnant Mutsumi, il utilisait aussi les murs creux pour l'effrayer auparavant. Il essaie de s'expliquer, mais Futaba lui casse plusieurs os avant cela. Avec cela réglé, ils prennent la photo de famille pour célébrer la réussite de l'examen de licence d'espion d'Asano et la mettent dans l'album de famille. Quelques jours plus tard, Asano fait une découverte choquante en ouvrant son sac d'école et en y trouvant un vieil homme à l'intérieur. Le vieil homme lui fait un clin d'œil et lui demande comment s'est passée l'école en sortant du sac. Il commence à parler du fait que la reconnaissance faciale de la maison se réinitialise si vous êtes absent pendant un an et, comme il ne voulait pas avoir affaire au piège, il a simplement sauté dans le sac pour être transporté en toute sécurité. Asano ne peut que le regarder, stupéfait, et le vieil homme lui dit qu'il a l'air assez rigide pour son nouveau petit-fils,
mais le cerveau d'Asano commence enfin à fonctionner et il sort immédiatement son arme, l'enregistrant comme intrus. Il tire sur Ban malgré ses protestations et ce n'est qu'après l'arrivée de Mutsumi pour clarifier la situation qu'il croit que Ban est vraiment le grand-père de la famille Yosakura. Ayaka arrive avec des serviettes pour le vieil homme et il commence instantanément à la draguer. Immédiatement après, il rapproche Asano et Mutsumi en disant à cette dernière qu'elle a trouvé un bon mari avec de bons réflexes. Il leur donne même un cadeau de mariage, une épaisse liasse d'argent. Mutsumi lui demande s'il est venu jusque-là uniquement pour cela, Ban l'affirme, mais prétend qu'il y a autre chose aussi. Il commence soudainement à emmener Asano avec lui, disant qu'il est temps de lui donner des leçons de vie précieuses de la part de grand-père. Cependant, il se retrouve soudainement attaché par les fils d'araignée de Kiyoshiro qui lui demande ce qu'il fait ici. Ban lui demande s'il n'était pas en mission à l'étranger et il répond qu'il a reçu une mission d'urgence de la police pour ramener le détenu évadé de la famille Yosakura. Asano est abasourdi par cette nouvelle information, mais Ban lui dit que les paroles de Kiyoshiro sont trompeuses. Il affirme qu'il est stationné en permanence à l'intérieur de la prison pour agir en tant qu'espion et recueillir des informations des criminels appartenant au monde souterrain. Ban dit qu'il va bientôt retourner en prison, donc il veut juste se détendre pendant quelques heures avant cela. Kiyoshiro refuse sa demande car il sait que le vieil homme est un coureur de jupons qui révèle tous les secrets lorsqu'il est ivre en compagnie de jolies femmes, c'est pourquoi il n'a pas le droit de sortir de prison sauf en cas d'urgence. Il lui dit que ses vacances sont terminées et Ban lui demande simplement de ne pas se montrer arrogant car il est toujours son grand-père. Il se glisse facilement à travers les fils d'araignée et active une bombe fumigène à l'aide de sa montre. Lorsque la fumée se dissipe, Ban a disparu et il a également emmené Asano avec lui. Kiyoshiro reçoit un appel de l'officier de police en charge de Ban qui l'informe qu'il a envoyé Asano pour traquer le vieil homme. Pendant ce temps, Goliath vient voir Mutsumi en tenant une photo d'un homme et d'une femme dans sa bouche, ce qui lui rappelle quelque chose. Plus tard, il appelle Asano et lui parle du super pouvoir de Ban, qui est de manipuler ses os pour une flexibilité extrême. Il a recueilli trop d'informations au cours des dernières décennies et presque tout le monde dans le monde de l'espionnage veut sa peau. C'est pourquoi il demande à Asano d'appréhender Ban même s'il doit le malmener un peu. Heureusement, Asano est avec Ban en ce moment et il se trouve dans un bar exclusif où le vieil homme se vante de sa richesse et de ses informations. Il divulgue des informations top secrètes aux filles et Asano essaie de lui fermer la bouche, mais Ban s'échappe facilement de sa prise. Il dit à Asano qu'il est trop jeune pour l'arrêter, mais il se retrouve ensuite coincé avec une colle spéciale préparée par Asano. Cependant, cela n'a rien de spécial pour Ban, qui se glisse hors de ses vêtements et pose devant les filles. Il défie Asano et lui dit qu'il va le former. Asano l'attaque, mais Ban esquive toutes ses tentatives de le maîtriser sans même transpirer. Après qu'Asano soit épuisé, Ban lui tape dans le dos et prédit qu'il pourra l'effleurer dans environ 5 ans. Asano lui demande pourquoi il a dû s'évader de prison pour les voir car il aurait pu attendre la fin de sa mission. Ban répond qu'il devait le faire aujourd'hui et affirme qu'un jeune comme Asano ne comprendra pas ses raisons. À ce moment-là, le barman arrive et présente à Ban sa boisson préférée. Il en offre à Asano, mais il refuse de boire car il n'est pas encore majeur. Ban le traite de bêta mâle pour cela et lui demande comment il va lui donner un arrière-petit-fils comme ça. Ban le traite de bêta mâle pour cela et lui demande comment il va lui donner un arrière-petit-fils comme ça. Il raconte l'histoire de sa vie insignifiante et pleine de solitude avant de rencontrer Keiko. Il explique que c'était un jour de pluie et qu'il était blessé après une mission lorsque Keiko l'a trouvé, et c'est ce qui a changé sa vie pour de bon. Ban dit que sa femme était trop bien pour lui et il pense qu'Asano lui ressemble, c'est pourquoi il veut lui parler en tant que seigneur marié dans la famille Yosakura. Il lui dit de chérir le présent pour ne pas avoir de regrets. Asano lui verse un verre et lui assure qu'il le fera, affirmant que Mutsumi a fait de lui l'homme le plus heureux du monde et qu'il a l'intention de la chérir et de la protéger toujours. Ban avale le verre et dit à Asano qu'il l'aime bien, en se rapprochant de lui, complètement inconscient qu'une vieille dame s'approche calmement de lui. Il ne la remarque que lorsqu'elle met des menottes spéciales autour de ses bras et des siens. Elle savait qu'il serait ici et lui dit que s'il retire sa main de ses menottes par force ou par ruse, elles exploseront. Elle lui demande de bien se comporter s'il ne veut pas que les mains de sa femme sautent. Mutsumi arrive à ce moment-là et s'excuse auprès d'Asano pour son retard, puis présente la vieille dame comme grand-mère Keiko. Asano est choqué car, d'après l'histoire de Ban, il pensait que Keiko était morte, mais ce n'est pas le cas. Ban s'accroche à sa femme et lui dit qu'il a même commandé sa boisson préférée et qu'il demandait aux filles plutôt quel cadeau lui acheter puisqu'aujourd'hui est leur anniversaire. Keiko refuse de l'indulgencer et le renvoie calmement en prison malgré ses pleurs et ses protestations. Asano comprend enfin pourquoi le vieil homme s'est évadé de la prison aujourd'hui et Mutsumi dit qu'elle s'en est souvenue seulement après avoir vu la photo de leur jeunesse. Il remarque qu'il comprend aussi les sentiments de son grand-père et Mutsumi rougit soudainement. Elle se cachait plus tôt et a entendu Asano dire qu'elle a fait de lui l'homme le plus heureux et, avec ses sentiments dans son cœur, elle lui prend la main. Le lendemain, Mutsumi montre à Asano quelques photos de Keiko et Ban, qui ont réussi à convaincre sa femme de sortir avec lui avant de retourner en prison. Asano dit que tout le monde peut apprendre de Ban à être romantique même à un âge avancé. Quelques jours plus tard,
Ban s'évade de nouveau de prison pour voir sa famille, mais il ne trouve que la domestique Ayaka car tout le monde est parti pour leur sortie mensuelle de shopping familial. Il déjeune dans un restaurant chic et tout le monde a des plans pour l'après-midi. Kyoshiro essaie de partir le premier, mais Futaba lui attrape la main et lui demande de payer la note en tant que fils aîné. Il dit qu'il ne paiera que pour la note de Mutsumi, mais elle lui lance un regard mignon et innocent, et il paye immédiatement pour la nourriture de tout le monde. Après cela, chacun va de son côté et Asano se rappelle du temps où il venait au centre commercial avec sa famille. Mutsumi attire son attention et il lui demande ce qu'ils vont acheter aujourd'hui. Elle lui répond des articles d'épicerie courants mais termine la liste par des munitions et des grenades. Elle ne plaisante pas et achète des grenades à partir d'un dispositif caché dans le centre commercial. Ensuite, ils vont au Starbucks du centre commercial et Mutsumi commande 100 kg de café au tapioca de fer. Asano est confus, mais le barista comprend sa commande et leur livre 100 kg de munitions pour fusil. Asano commence enfin à comprendre cet endroit et Mutsumi confirme que c'est un lieu où les espions, les assassins et tous les membres du monde souterrain peuvent acheter leurs fournitures. D'un autre côté, Shion et Shinzo se trouvent dans la boutique d'un vieil homme frêle qui leur vend une puce capable de traiter les informations provenant de l'ancienne boule de mémoire. Shinzo est confus quant au choix du fusil dans la boutique, mais Shion connaît ses habitudes et lui dit de choisir celui dans la main gauche. Pendant ce temps, Futaba reçoit un massage intense d'une mamie musclée qui lui dit de mieux prendre soin de son corps, car elle peut dire que Futaba a trop travaillé. D'un autre côté, Nanao achète des pilules de cyanure à haute concentration et Kengo achète des masques pour le visage afin de s'assurer que sa peau reste lisse même après avoir porté de nombreux déguisements. Pendant ce temps, Kyoshiro entre dans une librairie mystérieuse et achète un livre d'horreur très rare avec des intentions malicieuses. Asano se rend également à une laverie spécialisée où ils rendent les vêtements ordinaires par balle et enlèvent les taches de sang. Là, une fille en pleurs attrape soudainement son bras en appelant son père. Asano emmène la fille à Mutsumi et explique qu'elle a perdu ses parents dans le centre commercial. Mutsumi essaie de réconforter la fille nommée Suzu et apprend que des personnes effrayantes ont emmené son père. En entendant cela, Mutsumi devient alerte et appuie sur un code secret dans l'ascenseur pour les emmener au sous-sol secret du bâtiment où ils vendent des choses trop sombres et sinistres pour le centre commercial principal. En arrivant au sous-sol, Asano est choqué car cela ressemble à une scène dystopique. Il continue de marcher et la fille reconnaît la voix de son père criant à l'aide. Son ancien patron tente de le forcer à faire de nouveau leur sale boulot et, lorsque l'homme refuse, le patron essaie de lui crever les yeux. Asano assomme simplement le patron en lui tirant dessus et Suzu est réuni avec son père. Mutsumi dit qu'il devrait partir maintenant, mais il se retrouve soudainement entouré de problèmes. Personne ne veut s'en prendre au chef de la famille Yosakura, mais ils sont conscients de la prime sur la tête d'Asano et se jettent immédiatement sur lui pour le capturer. Il panique alors que les voyous l'attaquent, mais Kyoshiro vient à la rescousse et neutralise les attaquants en un rien de temps. Asano est soulagé de le voir, mais remarque ensuite le livre dans ses mains, une collection de méthodes de torture, et réalise qu'il va essayer ces méthodes sur lui. Les voyous hésitent à l'attaquer maintenant, mais le chauve pense que leur nombre joue toujours en leur faveur. À ce moment-là, les autres membres de la famille Yosakura arrivent également et utilisent leur capacité spéciale pour éliminer rapidement tous les criminels en une seule fois. Ils prennent l'ascenseur pour retourner au bâtiment principal et, immédiatement après, le bâtiment commence à s'enfoncer à cause de Asano et sa famille étaient en train de conduire sur la maison avec le centre commercial joyeusement en compétences en jeux vidéo à son petit frère, tandis que sa mère se plaignait qu'il mettait beaucoup plus d'efforts dans ses jeux vidéo que dans ses études. Son père n'était pas beaucoup mieux car il se concentrait trop sur son travail et passait à peine du temps avec eux en tant que famille. Il avait récemment pris des congés, alors ils avaient prévu un voyage de camping, mais malheureusement, il avait commencé à pleuvoir juste au moment où ils étaient arrivés, donc le voyage allait être gâché. Il s'excuse auprès de tout le monde, mais Asano lui dit que ce n'est pas grave et continue de jouer à son jeu. C'est alors que la voiture perd le contrôle et cela entraîne la mort de toute sa famille. Asano se réveille en sursaut de son cauchemar et reste allongé dans son lit pendant quelques minutes en pensant à ce qui s'est passé. Plus tard dans la journée, il se rend dans la chambre de Shion pour qu'elle puisse analyser le dispositif de stockage optique acquis de Kurogao, et d'après ce qu'elle peut en dire, il contient la liste des invités de la réception de mariage de leurs parents. La plupart des invités étaient des civils, donc le mariage devait être ouvert au public et il n'y aurait normalement rien de particulièrement étrange à cela, mais les parents de Asano étaient également sur cette liste. Ils ne peuvent tirer aucune conclusion simplement d'une liste d'invités, mais une chose que Shion sait avec certitude, c'est qu'il devait y avoir une sorte de connexion entre les Yosakura et les Asano avant leur naissance. Asano semble étrangement calme face à cette révélation, mais depuis que Kurogao lui a dit que quelqu'un était derrière la mort de sa famille, Asano s'est mentalement préparé à tout. En ce moment, il est plus inquiet pour Mutsumi parce qu'elle a failli mourir de choc à l'instant. Elle commence à pleurer et dit à Asano qu'elle pense qu'il devrait divorcer parce qu'elle ne mérite pas d'être mariée à lui. Elle est sûre que ses parents sont morts parce qu'ils se sont impliqués avec sa famille, donc elle se sent coupable à ce sujet. Mais Asano lui prend la main et lui dit qu'ils ne savent pas si la famille Yosakura a causé l'accident et peu importe ce que cela pourrait être, tant que Mutsumi n'était pas directement impliqué,
il ne cessera jamais de l'aimer, donc elle ne devrait plus parler de rupture. Mais avec tout cela, Asano veut toujours découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à ses parents, alors il demande à Shion de l'aider. Shion dit qu'elle avait déjà prévu de l'aider dès le début puisqu'il est maintenant son petit frère, mais elle n'est pas trop sûre par où commencer puisque cette information est également un choc pour elle. Normalement, toutes les données sur une génération précédente de la famille Yosakura sont effacées pour des raisons de confidentialité, donc le fait que cette liste existe encore signifie que le monde criminel doit être impliqué d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont aucune autre piste, donc Shion pense qu'il pourrait valoir la peine de visiter l'endroit où toutes les informations finissent, la bibliothèque des morts. Suivant les instructions de Shion, Asano se rend au parc et trouve une bouche d'égout au milieu du sol. Alors qu'il descend, Shion informe que la bibliothèque des morts est une organisation privée sponsorisée par l'association des espions, donc les informations y sont hautement fiables et il pourrait être en mesure de découvrir la véritable raison pour laquelle ses parents sont morts. Mais cela dit, Shion lui rappelle d'être prudent car des endroits comme celui-ci ne sont jamais faciles à traverser. En entrant, Asano voit un gars en train de lire un livre et de rire, mais le moment suivant, il se fait poignarder à travers la tête par la bibliothécaire qui prend la politique du silence très au sérieux. Asano est content de ne pas avoir fait de bruit par accident et Shion explique que la bibliothécaire s'appelle Michan et qu'elle déteste absolument que quiconque fasse du bruit dans son territoire. Les pénalités varient en fonction de la force du bruit, donc si vous éternuez, elle vous tuera probablement, mais si vous êtes simplement maladroit, elle vous brisera probablement juste un ou deux bras. C'est une espionne de rang argent, donc Asano ne pourra pas la vaincre dans un combat direct. Sa meilleure chance est de l'éviter, mais ça va être pénible car elle patrouille silencieusement dans la bibliothèque. Tant que Asano ne fait aucun bruit, il devrait aller bien. Même son écouteur risque d'agacer Michan, donc Shion va réduire le volume au maximum. Alors que Asano se faufile dans la bibliothèque, il voit Michan tuer un gars simplement parce qu'elle n'aime pas sa tête, ce qui semble injuste. Asano continue de chercher dans la bibliothèque tandis que de plus en plus de personnes se font tuer pour avoir fait le moindre bruit. Asano fait accidentellement tomber un livre en cherchant et cela aurait suffi pour le faire tuer, mais heureusement, il l'attrape avant qu'il ne fasse de bruit, au grand soulagement de tout le monde autour. Asano continue de chercher, mais la façon dont les choses sont organisées ici est si compliquée qu'il a du mal à trouver quoi que ce soit. Finalement, il trouve le dossier contenant tous les enregistrements civils des 10 dernières années et à l'intérieur, il trouve les dossiers appartenant à son père, Hidasano. Le dossier ne donne aucune information utile à Asano, donc il est déçu d'avoir risqué de se faire empaler par la bibliothécaire folle pour rien. Mais ensuite, il réalise qu'il y a une fente dans le livre pour le dispositif de stockage optique. Il le sort, l'insère dans le trou et une fois qu'il le fait, les pages du livre changent pour révéler un dossier indiquant que la famille de Asano a été éliminée par Tampopo. Le livre initie ensuite une séquence d'autodestruction et dans les secondes suivantes, le livre explose. Le bruit était vraiment fort, donc Shion avertit que Michan va certainement venir le tuer maintenant, alors il doit se cacher pour l'éviter. Asano parvient à esquiver la première attaque de Michan et, suivant les instructions de Shion, il tire une décharge électrique sur une prise, ce qui provoque une coupure de courant dans toute la bibliothèque. À couvert dans l'obscurité, Shion dit à Asano de courir, mais alors qu'il essaie de s'échapper, Michan le rattrape parce que même sans lumière, elle peut le suivre uniquement grâce au bruit que son corps fait. Elle va prendre grand plaisir à le tuer, alors elle charge. En même temps, Shion dit à Asano de se retourner et de courir dans un couloir voisin. C'est alors que Mutsumi a une idée, alors elle dit à Asano de retirer son écouteur et de pointer vers Michan. Une fois qu'il le fait, elle augmente le volume au maximum et crie dans le micro, assommant Michan. Mutsumi avait compris que Michan devait être sensible au son, ce qui explique pourquoi elle est dérangée par les moindres perturbations. Donc, l'écouteur de haute qualité de Mutsumi a pu submerger ses oreilles et la faire s'évanouir. En dehors de l'expérience de mort imminente, Asano a pu obtenir un indice sur les tueurs de ses parents. Il va donc plus tard voir Kyoshiro pour obtenir de l'aide pour retrouver Tampopo. Cependant, Kyoshiro profite de l'occasion pour infliger de la douleur à Asano. Alors que Asano est ligoté, Kyoshiro mentionne qu'il a entendu parler de Tampopo avant et que la famille de Asano n'était pas la seule à en être victime, car ce sont aussi eux qui ont tué la mère de Mutsumi. Kyoshiro a utilisé toutes les ressources disponibles de la famille Yosakura pour les traquer, mais n'a toujours trouvé aucun indice sur eux. Tout ce qu'il sait, c'est qu'ils sont une organisation puissante qui cible Mutsumi et que tous leurs membres ont des tatouages de pissenlit sur leurs mains. Cela a été incroyablement frustrant pour Kyoshiro, mais Asano lui demande de ne pas prendre ses frustrations sur lui. Kyoshiro se calme un peu et mentionne maintenant qu'il doit remercier Asano, car sa révélation récente sur l'implication de Tampopo dans la mort de ses parents l'a aidé à affiner ses propres recherches. Puisque le père de Asano travaillait dans le domaine médical, Kyoshiro a pu découvrir qu'au cours des mois entourant la mort de la famille de Asano, 15 autres professionnels de la santé sont morts dans des accidents similaires. Et la seule chose que tous ces gens avaient en commun, c'est qu'ils avaient tous eu une interaction avec le directeur de la clinique Kawashita Makoto. Il n'est peut-être pas nécessairement le cerveau derrière le complot, mais il est certainement impliqué d'une manière ou d'une autre.
Tampopo a tué leur mère, la famille de Asano, et maintenant ils sont également après Mutsumi. Kyoshiro demande donc à Asano s'il aimerait se joindre à lui pour exposer la vérité sur Tampopo et Asano est évidemment partant. Asano se fait passer pour un vieil homme souffrant d'une maladie chronique, comme la maladie de l'homme, ou quelque chose comme ça, et Mutsumi se fait passer pour sa vieille femme, ce qui l'amuse beaucoup. Ils entrent à l'hôpital et Mutsumi s'inquiète car Asano agit vraiment comme un vieil homme, mais quand elle lui demande ce qui ne va pas, Asano explique simplement que Kyoshiro l'a forcé à porter des poids lourds pour cette mission, même si cela pourrait être dangereux. Mutsumi va donc avoir un mot avec lui quand ils rentreront. Asano est appelé ensuite, alors Mutsumi le conduit en fauteuil roulant jusqu'au médecin, et il se retrouve face à face avec Makoto. Makoto lui fait un examen et dit que tout semble normal, mais il est impressionné qu'un vieil homme comme lui ait encore toutes ses dents. Makoto dit à Asano qu'il fera de son mieux pour lui fournir les meilleurs soins possibles, donc s'il a besoin de quoi que ce soit, il doit juste le lui faire savoir. Asano est ensuite emmené dans sa chambre, et rien de tout cela n'a de sens pour lui puisque Makoto semblait vraiment investi à s'assurer que ses patients reçoivent de bons soins. Mais Mutsumi profite simplement de l'occasion pour passer du temps avec Asano et agir comme sa femme. Elle espère qu'ils n'auront plus à faire face à des assassinats et des primes, pour qu'ils puissent passer du temps comme ça quand ils seront vraiment vieux, et Asano pense qu'il pourrait aussi aimer ça. Plus tard dans la nuit, Makoto finit sa journée et rentre chez lui, alors Asano passe à l'action et se prépare à s'introduire dans le bureau de Makoto. Une fois à l'intérieur, il examine l'ordinateur et, bien qu'il ressemble à un ordinateur ordinaire, il a beaucoup de dossiers vides qui semblent déplacés, un historique de navigation impeccable et des systèmes de sécurité inutilement élevés. Avec l'aide d'un gadget technique de Shion, il est capable de scanner le disque dur et de localiser des fichiers concernant quelque chose appelé le projet Somei Yoshino. Cela parle de comment la famille Yosakura est connue pour ses capacités surhumaines, mais le mécanisme derrière est en fait assez simple. Le corps du chef de la famille Yosakura produit une protéine connue sous le nom de soménine, et cette protéine est ce qui permet aux membres de la famille Yosakura de développer des sens et des capacités surhumaines à un jeune âge. Cependant, les effets de cette protéine ne sont pas exclusifs à la famille Yosakura, car c'est également un agent dopant efficace pour les personnes normales. Cependant, elle ne peut pas être créée synthétiquement, donc si Tampopo souhaite la produire en masse, ils doivent mettre la main sur la source naturelle de cette protéine, le cœur de Mutsumi Yosakura. Asano est choqué par cette révélation, mais en même temps, Makoto s'approche furtivement de lui et le plaque au sol avec un scalpel pointé sur lui. Makoto avait entendu des rumeurs, mais il est surpris que l'assassinat de Asano ait réellement échoué. Asano lui demande s'il est celui qui a tué sa famille et la mère de Mutsumi, mais Makoto ne voit aucune raison de répondre à une question triviale comme celle-là, puisqu'Asano sera bientôt mort. Il tente de poignarder Asano à la poitrine, mais le scalpel est bloqué par les poids que Kyoshiro a forcé Asano à porter. Asano repousse Makoto et lui tire une décharge électrique, mais la décharge ne semble rien faire à Makoto. Au lieu de cela, il l'annule et déclenche une grenade éclair avant de fuir la pièce avec l'ordinateur portable et toutes les informations qu'il contient. Asano est déçu que Makoto ait réussi à s'échapper, mais au moins, il a réussi à copier beaucoup de données du disque dur sur la clé USB de Shion. Il sait maintenant quel est le complot maléfique de Tampopo, et pour le bien de Mutsumi, il ne les laissera pas s'en tirer. À son arrivée sur les lieux, la première chose que Shinzo fait est de cibler le méchant avec diverses armes. Après cela, il envoie le protagoniste au loin. Il commence alors un combat au corps à corps et le méchant déclare qu'il a planté des bombes partout dans l'hôtel et qu'il est prêt à les déclencher s'il n'arrête pas de se battre. Shinzo prend une raclée mais reste ferme, disant qu'il attend juste. Soudain, le propriétaire de l'hôtel reçoit un appel disant qu'un terroriste est entré dans les locaux et cause des troubles. Sachant l'existence des bombes, Asano veut évacuer tout le monde de la haie, agissant comme un fou. Il est réussi. Cependant, on voit qu'un homme mystérieux ne quitte pas les lieux. Une fois l'évacuation terminée, Shinzo commence à se battre sérieusement et sort un gigantesque pistolet à rayon que seul lui et sa famille peuvent utiliser. Le méchant est confiant de pouvoir esquiver, mais Asano a déjà piraté les bombes et les caméras sur place ainsi que l'immobilisation de l'homme. Après avoir dit qu'il a perdu parce qu'il a ignoré son frère cadet, Shinzo tire et vainc son ennemi. Makoto a déjà prévu qu'imiter les pouvoirs de la famille Yosakura ne suffirait pas, mais il déclare qu'il est temps pour un vrai de passer à l'action. Asano pense que c'est fini et alors qu'il s'en va, il trébuche, mais un homme l'attrape. Cet homme dit que le protagoniste est blessé et dit à Asano de prendre soin de lui-même, car s'il a un corps faible, il ne pourra pas protéger les gens qu'il aime. Après cela, l'homme mystérieux par Shinzo apparaît. Cependant, soudainement, diverses blessures apparaissent sur le corps du garçon et il s'effondre, saignant. Il a été touché par balle à plusieurs reprises et sans les premiers soins de Shinzo, Asano serait déjà mort. Même dans cette situation tendue, Kyoshiro décide de dessiner des images inappropriées sur le visage du protagoniste, alors Futaba le frappe pour laisser Asano se reposer.
Tout le monde part, laissant Mutsumi seule avec son mari. Cependant, avant de partir, Nanao laisse une mallette avec elle dans le laboratoire. On voit que Kyoshiro semble inquiet et lorsque Shinzo apparaît, il dit que ce n'est pas de sa faute. Cependant, il ne s'agit pas de cela, Shinzo veut parler des blessures d'Asano. Soudain, le corps du protagoniste commence à saigner et même avec son oui surdéveloppé, il n'a entendu aucun coup de feu ni ne détecte la présence de quiconque. La seule chose à laquelle il peut penser est qu'Asano a été attaqué avant son arrivée et que la réaction a été retardée dans son corps. Il n'y a qu'une seule personne capable de cela qu'il connaît, mais avant de révéler qui c'est, l'alarme de la maison se déclenche, indiquant qu'il y a plus d'1 millier d'intrus dans la résidence. L'un d'eux est impatient d'attaquer mais, comme il ne veut pas suivre les ordres, il est éliminé. Makoto a prévu de blesser un membre de la famille pour rassembler tous les frères et sœurs là-bas, car il veut se débarrasser de tout le monde sauf Mutsumi. Tous les ennemis utilisent cette drogue et trouvent d'une manière ou d'une autre les codes de sécurité de la famille Yosakura. Soudain, ils sont arrêtés par Goliath, le chien de garde de la famille, qui montre sa véritable forme. Les frères et sœurs apparaissent également et la véritable bataille commence, chacun utilisant son propre style de combat complètement différent des autres. Alors que la plupart des frères et sœurs essaient de neutraliser les intrus, Kyoshiro est chargé de protéger le manoir. Cependant, même en les battant beaucoup, les intrus se relèvent à chaque fois. Le capitaine ennemi décide d'agir et il peut utiliser 60% de la puissance du Harakura. Avec cela, il se dirige vers Goliath, et lui fracasse la tronche d'un puissant coup, l'envoyant valser vers le manoir. Alors qu'il se dirige vers les fils de Kyoshiro, le frère aîné doit les désactiver. Ainsi, le méchant parvient à entrer dans le manoir et avant que Kyoshiro ne puisse faire quoi que ce soit, quelqu'un à l'intérieur active le mode hibernation du manoir. On voit qu'ils savent qui est leur ennemi et que cette personne porte une bague de chef de famille. Ainsi, Kyoshiro dit à ses frères et sœurs de s'occuper des intrus à l'extérieur parce qu'il va récupérer la bague de famille. Quand les lumières s'éteignent, Mutsumi essaie de parler à ses frères, mais toute communication est coupée. De plus, le pouls de Asano devient de plus en plus faible et si elle ne fait rien, son mari va mourir. Pendant ce temps, Kyoshiro trouve cet homme mystérieux et quand il lui dit qu'il n'a plus le droit à cette bague, il l'appelle père. En regardant la photo de sa mère, Mutsumi sait quoi faire, alors elle prend une seringue pour obtenir un peu de son sang. Dans un flashback, on voit la mère de la jeune fille lui dire qu'il y a un pouvoir spécial dans leur sang. Elle dit à Mutsumi que ce pouvoir peut être utilisé pour le mal, mais que de bonnes choses peuvent aussi en découler. Donc, si elle doit jamais utiliser ce pouvoir pour quelqu'un, elle doit s'assurer que c'est uniquement pour la personne à qui elle tient le plus au monde. Elle donne alors son sang à Asano et, tout en pleurant pour qu'il ne la quitte pas, le méchant apparaît. Juste au moment où il s'apprête à l'attraper, le protagoniste la protège en disant qu'il ne laissera personne approcher sa bien-aimée. La bataille commence et le protagoniste a le dessus, mais ce grand pouvoir entraîne beaucoup de douleur dans le corps du garçon. Le méchant comprend ce qui se passe et dit que c'est l'un des effets secondaires du sang des Yosakura. Cependant, Mutsumi apparaît pour le calmer et dit que s'il meurt, elle le suivra. La jeune fille apprend à Asano comment contrôler ce pouvoir et en se concentrant sur ses sens, Asano revient à la normale. Avec tout ce nouveau pouvoir, il lance un coup de poing qui achève le méchant, qui dit que le garçon est un monstre. Kyoshiro veut que son père rende la bague du 9e chef de la famille Yosakura, mais l'homme l'ignore et dit que ses enfants ont l'air formidables et qu'il est fier d'eux. Kyoshiro ne veut pas discuter, alors il va droit au but et demande pourquoi il est allé jusqu'à utiliser le Tanu pour se renforcer. En gros, le frère aîné dit que son père a fait tout cela pour forcer Mutsumi à mettre son sang dans le protagoniste. L'homme dit qu'il voulait que Asano soit un mari assez fort pour protéger Mutsumi, car il tient à sa fille. Ayant atteint son but, il compte partir, mais Kyoshiro a une autre idée. Tout en ordonnant à son père de rester loin de Mutsumi et Asano, il utilise une technique très puissante. Après avoir vaincu le méchant, le protagoniste est serré dans les bras par sa femme, qui est désespérée à cause des effets secondaires du sang. Mais après que Asano l'ait enlacée, elle devient plus calme. Pour gâcher le moment, on voit que Shion réussit à rétablir la communication et appelle Mutsumi pour savoir comment ils vont. Elle informe alors ses frères de la situation et ils décident de mettre fin à tous les intrus. Kengo utilise ses compétences en déguisement pour prétendre être Mutsumi et conduit tous les bandits vers Nanao, qui crée un trou en frappant le sol. Shinzo utilise une de ses armes pour les immobiliser tous et avec sa force monstrueuse, Futaba les expédie tous au loin. De retour avec Kyoshiro, son père dit que le garçon est très fort mais qu'il est celui qui lui a appris ses techniques, donc il sait comment les arrêter. Cependant, Kyoshiro s'y attendait et obtient ce qu'il voulait, récupérer la bague. Revenant au protagoniste, tout le monde est heureux que le garçon aille bien, mais quelque chose se passe lorsque son frère aîné arrive. Les autres retiennent Asano car il est hors de contrôle. Il est dans cet état à cause du sang Yosakura, qui est extrêmement difficile à contrôler. Cela rappelle des souvenirs, car quand ils étaient petits, ils perdaient le contrôle de temps en temps. Pour ramener Asano à la normale, Kyoshiro met les écouteurs de chien sur le protagoniste et dit que la voix de quelqu'un de proche pourrait lui faire retrouver ses sens. Kyoshiro dit à Mutsumi de chanter.
Les autres frères et sœurs sont désespérés d'entendre cela et on voit que Kyoshiro voulait juste entendre sa sœur chanter. Puisqu'elle voulait tellement sauver son bien-aimé, Mutsumi accepte et les dégâts sont si importants que même certains oiseaux en meurent. Cependant, le protagoniste revient à la normale et on voit que tout le monde est heureux de son retour.